en sous-titre de Qu'est-ce que voir, parce que ça, on s'en souvenait bien, c'était questionner les images, penser son regard. Alors avant que Patrick apporte une rectification à cette formulation, je voulais juste dire comment pour nous les choses s'étaient posées. Je vous l'ai dit au départ, cette journée en fait c'est une histoire de rencontre et tout à fait à l'origine bien sûr une rencontre autour du cinéma dont l'idée du thème de la journée a germé au moment de cette intervention que Patrick Lebout avait faite dans le cadre des rencontres écoles et cinéma qui se sont tenues cette année à Grenoble. Et ce qui nous avait paru intéressant pour les quelques personnes ici qui ont pu assister à cette rencontre, c'était de réfléchir ensemble et de partager ensemble quel est notre rapport aux images et pour ce qui nous concerne au cinéma, puisqu'aujourd'hui on parle du documentaire, mais de manière plus fondamentale on parle du cinéma. Et dans cette époque où finalement il y a une telle profusion d'images et où peut-être même au bout du compte, où on pourrait croire que toutes les images se valent, il nous semblait intéressant de revenir à ces fondamentaux, de repartir de notre passion première pour le cinéma, d'explorer ensemble ce qui en fait sa spécificité, sans jugement de valeur, mais simplement pour donner des repérages. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette journée en collaboration, GRAC et ACRIRA, mais au-delà de ça, entre la partie réseau, la partie travail faite par les salles, faite par nous tous, et puis la partie réseau, médiation, cinéma et passeurs d'images, c'est-à-dire élargir un petit peu le public d'aujourd'hui et de réfléchir tous ensemble sur cette question. Alors là, maintenant, je ne sais pas si je donne la parole à Patrick Lebout ou à Juliette. Alors, Juliette. On voulait aussi faire un remerciement spécial au toboggan qui nous accueille, et notamment à Béatrice Bélangeon, qui est là-haut en cabine et qui s'en fout. Il n'y aurait pas grand-chose. Voilà. Merci Béatrice. Bon, d'abord, je commence par un préalable, c'est des excuses. C'est ma 5e ville en 6 jours. J'ai une bronchite, donc je suis un peu fatigué. S'il y a des moments, et que j'improvise beaucoup, s'il y a des moments où tout n'est pas très clair, il faut m'arrêter, on va travailler ensemble. Ceci est une rencontre. Voilà, c'est l'occasion de penser ensemble les questions qui nous travaillent et qui nous sont chères. Chaque fois, même si d'habitude ça fait 30 ans que je cause, et comme on n'a pas encore réussi à m'arrêter, ça continue. Mais à chaque fois, il y a toujours un peu de trouille, toujours un peu peur. C'est pas évident de parler à quelqu'un, de parler à des gens, de parler vraiment, et d'essayer de construire ensemble. Voilà, parce que vous êtes nombreux. Je vois en plus qu'il y a beaucoup de Français. Moi, je suis belge. Une espèce en voie de disparition, comme vous le savez. Et voilà, la Belgique est ce petit pays qui avait été conçu par vous d'ailleurs, les Français, les Anglais, les Allemands en 1830, pour servir d'état tampon entre les grandes puissances. La Belgique avait été conçue pour être un État provisoirement définitif, et qui 150 ans plus tard s'avère définitivement provisoire. Ce qui explique notre goût pour le décalage. Donc ceci, après cette fameuse phrase de Magritte, très belge, ceci n'est pas une pipe, donc ceci n'est pas une conférence. Mais plutôt un moment de réflexion où j'ai procédé par rebond, par ricochet. On a une idée après l'autre et on va voir si ça raccorde. On a raccordé, c'est quand même notre mot à nous, qui aimons le cinéma, c'est le mot phare, c'est le mot majeur, raccorder, suturer, accorder, mettre ensemble des bouts des uns, des bouts des autres, une idée avec l'autre, ça s'appelle du montage. Et donc on va essayer de parler comme ça et d'avancer, de cheminer à travers des questions qui nous travaillent, en espérant qu'à l'arrivée, j'espère, c'est toujours un pari, que dans 3 heures, puisqu'on m'a donné 3 heures, ce qui est très très peu, il me faut 2 ou 3 jours pour commencer à expliquer les choses. On va essayer de ramasser des morceaux, il n'y aura pas tout. Je compte parler pendant 2h15, 2h30 pour qu'il y ait quand même après 45 minutes où je puisse répondre à des questions et qu'on puisse vraiment réfléchir ensemble. Donc on va essayer de raccorder des bouts, des morceaux d'idées, en espérant qu'à l'arrivée se dégage une cohérence. Voilà. Alors le titre, j'ai déjà oublié, donc c'est Qu'est-ce que voir? Et à la limite, j'ai envie de dire peu importe, quel que soit le titre, on m'aurait même demandé de parler de vélo, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Je pense que j'aurais parlé de la même chose. C'est-à-dire l'idée, c'est de parler vraiment de venir modestement mettre sur la table, comme des petits cailloux, les questions qui me travaillent et les 2-3 réponses que modestement j'ai trouvées, en espérant que ça puisse servir à tout le monde. Alors les questions qui me travaillent, il n'y en a pas 36.
Il y a évidemment la question du cinéma. Qu'est-ce que voir, évidemment, c'est directement lié à ça. Mais qu'est-ce que c'est encore que le cinéma? Est-ce que lorsque je vais voir un film dans une salle, je suis vraiment en présence de cinéma? Et est-ce que le cinéma sert encore à quelque chose? Ça n'a l'air de rien, mais c'est des questions qui me chipotent vraiment. Est-ce que le cinéma a encore à voir avec ce monde-ci? Est-ce qu'il peut nous être utile dans ce monde-ci? Donc ça impose une deuxième question. C'est quoi ce monde-ci? Voilà, je pense que on ne réfléchit pas à la question du cinéma aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans, parce que le monde n'est pas le même, et que de toute manière, le cinéma a à voir avec tout ça, ou les images ont à voir avec l'état de ce monde-ci, donc on va essayer de parler de ça. Et parler du cinéma aujourd'hui, c'est parler quand même du cinéma dans un monde qui ne nous va pas. Je pense que je ne fais pas de provocation en disant ça, je ne suis pas certain qu'il y ait une personne dans la salle qui soit satisfait de l'état de ce monde-ci. Non, le monde ne nous va pas, et je pense que nous sommes tous dans une espèce de sentiment d'être menacés. On ne sait pas toujours très bien par quoi, mais voilà, nous sommes dans un état guerrier du monde. On peut quand même légitimement, je m'étonne que les gens ne se lèvent pas le matin en se posant la question de savoir comment ça s'est fait que en 40 ans on soit arrivé là, c'est-à-dire dans un état du monde où 5 à 10% de la population opprime les 90% restants. Et que ces 10% qui dominent le monde, qu'on appelle mouvements financiers, flux financiers, sont en train de détruire absolument tout ce qui était notre bien commun, tout ce qui nous aidait à vivre, tout ce qui nous faisait plaisir. Voilà, et on ne réagit pas. Et je pense que le cinéma a un rôle à jouer là-dedans, par rapport à la compréhension. Il ne faut pas être un grand historien pour comprendre que tout régime à tentation, à volonté hégémonique, a pour première tâche de contrôler le langage, la langue et les images. Et nous sommes en plein dedans. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, j'imagine qu'il y a pas mal d'enseignants parmi vous, de lire un jour, sinon je vous le conseille vivement, les écrits de Victor Klemperer. J'aime bien si le citer d'emblée. Victor Klemperer était un professeur de linguistique romane à Dresde, l'université de Dresde. Il était encore en 1932, il ne l'était plus en 1933. On ne peut pas faire un dessin, il était juif. Et tout au long des années qui suivirent, il n'a pas cessé, alors qu'il était exclu de l'université. Mais par chance, sa femme était arienne, donc il a mis un peu de temps avant d'être envoyé dans les camps lui aussi. Et donc tout au long des années qui ont suivi, il a tenu un journal pour expliquer comment progressivement le nazisme s'imposait en contrôlant la langue. En s'emparant des mots de la langue allemande et comme une araignée avec une bouche, en les vidant de leur substance et en injectant la substance ou le sens inverse, contraire. Vous remplacez le nazisme par capital et vous y êtes. Nous sommes privés depuis des années de notre langue. Notre langue a été colonisée. Notre langue a été bafouée. Tous ces mots, toute cette langue, qui est une autre langue, pour parler comme Orwell en 1984, cette langue que nous écoutons tous les matins, distraitement, sans même réfléchir, sur France Inter ou France 2, peu importe, cette langue qui est tendue, sans sève, sans polysémie, vers la seule exigence exclusive de rentabilité. Tous ces mots qui vont dans le même sens, et qui visent à nous inféoder, à nous asservir à une logique qui n'est pas la nôtre, et qui est la logique du marché. Tous ces mots qui se terminent par ing, ING, 3 lettres tatouées sur nos mots, comme il y a quelques années, 50, 60 ans, on tatouait des matricules ou des côtes barres sur les peaux de ceux qu'on enfournait dans les camps. C'est ça notre langue aujourd'hui. Tout régime à tentation totalitaire, monopolistique, hégémonique, commence par s'emparer de la langue, nous en sommes. Alors il ne faut pas demander ce que les mêmes régimes font avec les images. Nous vivons, même à notre insu, sous un régime d'images uniques, d'images totalitaires, que je vais essayer de décrire un peu. Et si je le fais, c'est aussi pour vous faire comprendre, et ce sera la deuxième partie de l'exposé, autant de l'exposé qu'on y arrive, mais j'espère que oui, en quoi le cinéma c'est l'antidote, à condition de définir le cinéma. C'est pas tout le cinéma. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, que j'ai découvert un peu sur le tard, c'est une phrase d'André Bazin. Et André Bazin, de toute l'érudition,
C'est sans doute le fondateur historique de la pensée moderne française sur le cinéma. C'était le cofondateur des Cahiers du cinéma en 1950, le célèbre Cahier jaune, pas la revue commerciale d'aujourd'hui. Et André Bazin, avant, avait été critique de cinéma dans un quotidien, je pense que c'était Parisien Libéré, mais je suis peu sûr. Et très jeune, il avait écrit cette phrase, je la cite mot pour mot, et sublime. Toute ma vie, je chercherai le coefficient cinématographique d'un film. Ça, c'est beau. Le coefficient cinématographique d'un film. On ne s'étonnera pas que 10 ans plus tard, après sa mort, un recueil de ses textes, j'allais dire de ses poèmes, il écrivait très bien, ait été intitulé « Qu'est-ce que le cinéma ?» Oui, le coefficient cinématographique d'un film, ça veut dire que tous les films n'ont pas le même coefficient. Et donc ça veut dire qu'il y a des coefficients 0, il y a des coefficients 10, ça veut dire que Besson n'est pas Besson. Même s'ils font chacun du cinéma, paraît-il. Ça veut dire que c'est pas parce que j'entre dans une salle de cinéma que je vais voir du cinéma. En tout cas, je vais peut-être pas voir le même coefficient cinématographique. Et donc, une des vocations de cet après-midi, une des fonctions de l'après-midi, c'est d'essayer modestement de vous définir ce que moi j'entends par coefficient cinématographique. Parce que ce coefficient cinématographique, lorsqu'il atteint le niveau 10, je pense que c'est l'antidote aux images dominantes et à la logique du marché qui nous opprime. Voilà, comme ça les jeux sont clairs, les choses sont dites. Oui, mes propos sont des propos combattants. Je n'aime pas ce monde, en tout cas tel qu'ici, j'aime le monde, mais pas tel qu'il est manipulé. Et j'ai trouvé dans le cinéma quelque chose de faire en sorte, quelque chose qui permet de faire en sorte ou d'espérer que pour les enfants, il y aura une suite, la fameuse suite du monde. Pour la suite du monde était d'ailleurs le titre d'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, de Pierre Perrault, des fondateurs du cinéma direct. Et pour la suite du monde, c'est plus qu'un titre, c'est un programme. Et c'est le programme du cinéma. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Donc évidemment, en parlant de ça, nous allons parler du regard, de sa fonction. Regarder et voir. Est-ce que quand je regarde, je vois? Nous sommes entourés, saturés d'images, mais est-ce qu'on voit? Est-ce que ces images-là n'ont pas plutôt vocation à nous cacher quelque chose? J'aime bien, moi, l'expression « y voir clair ». Chercher à y voir clair. C'est une expression populaire, on la dit régulièrement, oui, mais donc si on cherche à y voir clair, ça veut dire qu'il est possible aussi qu'on n'y voit rien, qu'on y voit opaque. Et je pense que le cinéma, tel que vous l'enseignez, tel que vous le montrez, a cette vocation-là de nous aider à y voir clair, pas uniquement dans le cinéma, mais dans le monde qui nous entoure. Alors peut-être on va commencer par là, peut-être essayer avec les outils du cinéma de comprendre en quelques images le monde qui nous entoure. Mais juste avant, je n'y avais pas pensé. Hier soir, j'ai mangé chez Juliette, qui m'a accueilli à la gare. Elle avait réuni quelques amis, et Bruno, qui est là, m'a posé une question que j'avais posée, que je trouvais très très belle. Il m'a demandé quelle était ma première émotion de cinéma, en se disant, oui, si on s'engage toute la vie dans le cinéma, il faut quand même oser. Il va y avoir une raison personnelle. Et j'ai un peu réfléchi, et je me suis souvenu, très précisément, quasiment le jour et l'heure, de ma première émotion de cinéma. Je me suis rendu compte que tout était déjà là, même si les films n'étaient pas bons, mais tout était déjà là. Et c'est exactement de ça dont je parle depuis maintenant 50 ans. Figurez-vous que le premier film, c'est un film de Walt Disney, mais pas un dessin animé. Et que ce film, je ne l'ai pas vu dans des circonstances normales. Je l'ai vu dans l'orphelinat où j'étais. Voilà, pas faire une longue digression biographique, tout va bien, mais bon, j'avais pas de père. Et ma mère n'avait pas d'argent pour me garder, donc j'étais dans un orphelinat, tenu par des bonnes sœurs, et ce sera ma minute de donation. Elles s'appelaient les filles de la Croix. Et les filles de la Croix, le dimanche, pour égayer les dimanches et les après-midi désœuvrés des petits orphelins, elles leur montraient des films d'orphelins. Et donc nous avons regardé tous ensemble, avec cette bande de jeunes avec qui j'étais, mais qui ne m'aimaient pas, et que je n'aimais pas trop non plus, parce que j'avais pas de père, mais j'avais une mère. Et que la mère, il la connaissait, elle travaillait dans cet orphelinat. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de nous, comme elle travaillait comme une bête du matin au soir, donc moi je passais mes journées avec les orphelins sans l'aide totalement, je n'étais qu'à moitié. Donc ils ne m'aimaient pas les autres. Et donc un jour, le dimanche, ma mère devait travailler le jour-là, on a donc regardé le film, assis sur des chaises en bois épouvantables, qui me valent d'ailleurs mes hémorroïdes aujourd'hui, et le film racontait, j'ai oublié le titre, le film racontait l'histoire de 3 chiens et d'un chat, abandonnés par leur maître au mois d'août à New York. Les mêmes maîtres étant partis se dorer le cul au soleil sur une plage quelque part de l'autre côté, du côté de Los Angeles.
Et le film racontait l'histoire, la traversée, à travers tous les États-Unis, de ces 3 chiens et de ce chat orphelin, en train de chercher papa-maman. Donc, lorsque les lumières se sont rallumées dans la salle, je vous raconte pas la chape de plomb. On était tous tristes, désolés, on avait compris notre histoire. Et il y a eu un effet immédiat et magnifique. Moi, j'avais que 7 ans, c'était en mai 67. J'avais que 7 ans, les autres étaient un peu plus grands, et on a fait le mur. On s'est taillé. Et on est allé en ville, Liège, je vous l'invite toujours. Et le soir, on a été ramené dans un comité de police. Voilà. Et subitement, je me suis senti lié à ces gens-là. Et aussi à moi, parce que j'avais accepté de les suivre, alors j'aurais pu très bien rester. Voilà, quelque chose s'était produit. C'est déjà très fort. Une forme, quelle qu'elle soit, et sans doute était un mauvais film. Mais peu importe, et c'est toute la beauté du cinéma, c'est que parfois il nous arrive des choses magnifiques avec des mauvais films. Il y a toujours une part d'indicible, de l'imprévisible, dans l'émotion cinématographique, dans la rencontre entre nous-mêmes et une forme. La forme de merde, il nous est arrivé quelque chose. L'exhibition de base du cinéma, c'est ce qui nous arrive devant un écran, et qui nous réveille, et qui nous fait davantage prendre conscience de ce que nous sommes, de ce qui était un peu enfoui et qu'on n'avait pas réussi à nommer. Maintenant, on n'a pas réussi à le nommer, mais d'une certaine façon, si, puisqu'on a fait un geste en retour, on est parti. Et je me suis senti lié à ces gens-là. Et la semaine d'après, ma mère, comprenant le désastre, ce dimanche-là, elle avait congé, et pour me consoler ou s'excuser, elle m'a amené au cinéma. Et on est allé voir un Walt Disney. Et là, c'était La Belle et le Clochard. 2e film, toujours le mois de mai 1967. Et puis, j'avais pas aimé le film. Et j'étais déjà à 7 ans pour prévenir un intellectuel chiant, en tout cas potentiellement y en devenir, rarement tout le temps. Je vous préviens, je vais râler tout l'après-midi. Et donc j'ai pas aimé le film parce que j'ai pas du tout aimé que ce magnifique chien bâtard et un peu clochard termine le film avec un petit collier de bourgeois dans une maison bourgeoise. Et ma mère me dit, mais c'était une bonne mère. Elle essaie de sauver quelque chose. T'as quand même bien aimé quelque chose dans ce film. Et je lui dis oui. Il y a une scène que j'ai toujours dans la tête. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est la scène où les 2 chiens ils sont affamés et il y a un plat de spaghettis qui traînaille dans la rue devant un restaurant et puis ils s'emparent du même spaghetti. Ils le mangent et en mangeant le spaghetti, forcément, les 2 museaux se rencontrent et ils s'embrassent. Donc j'avais dit à ma maman, j'ai bien aimé la scène des liens. Et je la vois encore me répondre, qu'est-ce que tu déconnes, c'était pas des liens, c'était des pâtes. Voilà, tout est là. Même chose. Le cinéma. Le lien avec l'autre spectateur, le voir ensemble pour peut-être avoir une émotion collective. Mais une émotion collective, ce n'est pas rien. Le mouvement qui nous a fait partir d'une première émotion collective et quitter l'orphelinat pour aller faire les fous, ou simplement le geste de faire une fugue en ville, ce n'est pas rien. C'est une mise en route, une mise en mouvement, une mise en marche. Voilà, j'avais bien ce mot mise en marche, mais depuis un an, j'arrive plus à le dire. Je sais pas pourquoi. En marche, je n'y arrive plus. Je propose dorénavant de remplacer l'expression en marche par en voiture si bonne. Vous imaginez Macron voter en voiture si bonne. Ça aurait de l'allure. Bon, bref. Émotion. Je ne sais pas si vous savez, mais jusque la moitié du XIXe siècle, plus ou moins 1850, en tout cas d'après le Littré, le mot émotion s'employait quasiment exclusivement de manière collective. Une émotion était toujours collective. Alors je suis allé vérifier dans le magnifique dictionnaire Robert qui raconte toute l'histoire des mots, le plus beau livre du monde. Et je découvre que émotion a la même racine que le mot émeute. Ça me va très bien. Émotion collective égale potentialité d'émeute. Voilà. Et le cinéma, l'art, une expérience artistique est une expérience forcément potentiellement subversive. Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle il faut étouffer le cinéma, en tout cas dans ce sens-là. C'est trop dangereux. C'est de ça dont nous allons parler. Oui, le coefficient cinématographique 10, c'est dangereux. Il est toujours susceptible de déclencher une émeute. Voilà, ça c'est mon introduction. Je m'aperçois que déjà tout petit, les questions qui me travaillaient dans ces 2 films mauvais étaient les questions du lien, du raccord, de la rencontre avec une forme, plutôt qu'avec un contenu, et que c'est la forme qui m'informe, et que c'est la forme qui m'a fait penser, qui m'a fait réagir,
c'était déjà une expérience qui soude, qui suture, qui met ensemble et qui font peut-être de l'en commun. On va parler de ça, mais ces mots-là, je ne les pose pas sur la table de manière innocente. Ce sont des mots inacceptables. Quoi? De l'en commun dans ce monde-ci, où tout est basé sur la déliaison, la séparation, la rivalité de l'un avec l'autre. Oui, le cinéma est évidemment, comme tout art, une expérience dangereuse, politique et subversive par essence. Alors, pour essayer de bien me faire comprendre, et puis rassurez-vous, on va parler de cinéma, là je vais parler dans un premier temps d'autres images, mais en cinéma. Comment le cinéma me permet de décrypter ces images que la plupart des gens ne regardent pas, alors que les images nous regardent. Les images nous regardent. Et si on est un peu attentif, on va s'apercevoir qu'elles vont toutes dans le même sens. Même une bête indication sur un billet de train. J'étais pas de très bonne humeur hier soir, et aujourd'hui non plus, mais parce que je viens de Bayonne et de Tarbes, où j'avais déjà fait des conférences, et très gentiment, les organisateurs, ils m'ont, voyant que le voyage entre Tarbes et ici c'est un peu longué et que j'ai quand même 58 ans, ils m'ont pris une place en première classe. Ouais. On n'a pas l'habitude de fréquenter les premières classes dans les trains, mais ça me fait plaisir, mais c'est gentil. J'entre, voilà le billet, et voilà. Donc j'entre, première classe, et voilà, voiture 12, place 85, et bon, je vois première classe, place A6. Forcément. J'ai 58 ans, ça dure 5 heures ce voyage, ils vont capable de réserver une place debout. Mais bon, peu importe, et je m'aperçois que la place 85, et ça c'est écrit dessus, est une place isolée. Une place isolée. Moi, quand je prends le train et quand je voyage en France, surtout en France, moi j'aime beaucoup voyager en France, comme tous les Belges. Ben oui, depuis qu'on a perdu le Congo, vous êtes le seul pays qui nous reste. Donc, j'aime beaucoup voyager pour rencontrer des gens. On essaie de rencontrer quelques spécimens de Français. Et on me dit, ben non, vous ne pourrez pas, vous êtes isolés. Et pour être sûr que je comprenne bien, comme ils ont sans doute compris que j'étais belge, on a dû leur dire, donc ils ont dit, peut-être qu'il parle pas français, on va le lui écrire en espéranto, parce que à côté, il était marqué en dessous, là, donc place isolée, et puis en gros, solo. Donc j'ai eu le droit à une place isolée, solo. Alors je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais moi, qui aime tant parler avec les gens? Si d'aventure, je désire rencontrer un autre isolé solo. C'est interdit. Ben oui, ça va pas. Ben vous imaginez, si un isolé solo veut rencontrer dans le TGV un autre isolé solo, ben ça fait un duo. C'est pas le même prix. Et si tous les duos veulent rencontrer d'autres duos, ça risque un peu de faire transport en commun, ça. C'est pas prévu. Et ça m'a rappelé mon voyage à Grenoble, je l'ai raconté, il y a quelques mois. Ça m'a traumatisé, ça. J'arrive à la gare de Paris-Nord, je suis en train de vous parler de ce monde-ci, et donc de cinéma. J'arrive à la gare de Paris-Nord, il y avait juste 40 minutes pour changer de gare, et donc je vais sur le quai du RER, et je ne savais plus si la gare de Lyon, c'était plus facile, le RER B ou D. Donc je vais demander mon chemin. Et ce jour-là, il y avait une ribambelle de jeunes gens entre 20 et 30 ans, tous à un noir, avec une espèce de parc à rouge, et un petit badge ici, c'était le personnel de la SNC, de la RATP, voilà, pour aider les Belges de passage à s'y retrouver. Et donc je me dis, tiens, il y a un petit badge, je vais pas savoir si elle s'appelle Hachimia ou Rachiga, ou si ça s'appelle Mourak plutôt que Rachid. Et ben non, je m'approche d'un jeune homme, là, et puis il n'y avait pas son prénom sur le badge. Au salon de l'auto, les hôtesses ont leur prénom sur le badge, mais pas la RATP, non, il était écrit agent de régulation des flux. Agent de régulation des flux. Ça m'a gâché la journée. Et même au-delà. Je trouve ça scandaleux. Un monde où un gamin de 25 ans, forcément arabe, et sans doute payé en dessous du SMIC, n'a même pas droit à son prénom. Il n'a droit qu'à sa fonction. Agent de régulation des flux. Et là, je me suis souvenu que, il y a 125 ans, peut-être 2 ans plus, je ne sais plus, je suis pas très doué en maths, le cinéma avait commencé avec un train qui arrivait en gare de la Ciotat.
et qu'il y avait plein de gens dans le plan. Ils avaient l'air heureux de voyager ensemble, ceux qui descendaient et ceux qui montaient. Voilà. Et je me souviens, voilà, en 125 ans, on est passé d'un transport en commun, à la régulation des flux. Ça vaut pour nous sommes des petits atomes dans un flux, et ça vaut pour les images qui ne sont plus que des flux. Ça s'appelle l'audiovisuel, la régulation des flux. Et je trouvais ça beau, moi, l'idée que le cinéma, en 1895, soit né en même temps que le développement des grandes lignes de voies ferrées, et que le cinéma, finalement, était peut-être un transport en commun, parmi d'autres. Un autre transport en commun. Quelle belle définition du cinéma. Un transport en commun. Et maintenant, c'est la régulation des flux. On peut penser ça. 120 ans, c'est pas beaucoup. Quel basculement. Je me suis aussi souvenu que dans les premiers films de Frères Lumière, ce qui frappe quand on en voit beaucoup, c'est qu'il y a un monde de fous dans les plans. Il y a vraiment beaucoup de monde. On peut même se demander si, au début, c'est une phrase de Serge Danet, le cinéma, on a le sentiment, quand on regarde les films Lumière, qu'il a été conçu pour mettre plein de gens sur le plan, avec l'espoir qu'il y aurait beaucoup de gens devant l'écran, et ce, dans un maximum de lieux. Et 125 ans plus tard, Danet n'est pas là pour le dire, mais je vais peut-être le dire à sa place, il a peut-être dit ça aussi, que là aujourd'hui, dans l'image dominante, en tout cas, il n'y a qu'une seule personne. Et devant l'image dominante, il n'y a qu'une seule personne, il y a aussi une seule personne. Et souvent, c'est la même. La même personne sur l'écran. Et la même personne devant. Ça s'appelle un selfie. C'est l'image dominante. Quel chemin parcouru. Voilà. Donc déjà, rien que le fait de prendre le train me renseigne sur ce monde-ci et sur ce que l'on nous veut. Voilà. Solo contre solo. Solo entre solo. Et figurez-vous, je vais quand même prendre 3 minutes pour vous dire le début, parce que dans les premières classes du TGV, on vous offre, c'est que pour les premières classes, une splendide revue, qui en est maintenant numéro 21, ça s'appelle « Emmenez-moi en » par TGV. Et donc là, j'avais récupéré le numéro 21, c'était le mois de novembre 2017, il n'y en avait pas. C'était « Emmenez-moi en Bretagne par TGV ». C'est un peu bizarre, je prends le train pour Grenoble où je n'ai jamais mis les pieds, et avec un peu d'inquiétude forcément, comme quand on découvre une ville étrangère, et on me dit déjà de partir en Bretagne. Ben, ça m'a un peu inquiété. On me dit tiens, je vais faire le tour, il n'y avait pas d'arrêt entre temps. Bref, j'arrive à Grenoble et j'ai le temps de lire cette revue qui est éditée par le groupe Le Monde. Voilà. Il y a une association entre la SNCF et Le Monde. J'ai d'ailleurs remarqué que depuis quelques années, Le Monde aime beaucoup s'associer avec ceux qui s'occupent de la régulation des flux. Alors, cette revue, qui est une revue culturelle, que j'ai finalement lue, un peu sensible aux efforts de la SNCF pour égayer les 4 heures ou les 2 heures de trajet des flux que nous sommes, et donc je découvre qu'il y a un éditorial qui est signé Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, je vous rafraîchis la mémoire, elle a gagné la 2e édition de la Star Académique, et ceux qui ont des enfants parmi vous la connaissent, c'est elle qui a fait cette version pour nourrissons de J'entends le loup, le renard et la belette chanter. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous écrit, Nolwenn Leroy, dans l'éditorial? Je cite un extrait. « Enfant, je crapahutais dans les rochers de Ploumanac. Je note toujours la date des grandes marées pour revenir pêcher les ormeaux. J'ai une passion pour les crustacés, surtout les langoustines, succulentes dans une galette de blé noir, par exemple à la crêperie même l'indue à Plomer. Dans la lande, j'adore la forêt de Huelgoat, peuplée de corrigans, et la chapelle du Mont-Saint-Michel de Brasparts. Une dualité terre et mer que je retrouve dans l'assiette du chef Olivier Belin à Plomodienne. C'est l'éditorial. Donc je découvre que cette revue est un mélange de savant, de géo et de goïmio, et que l'éditorial n'est pas foutu de parler d'une région sans me donner quelques bonnes adresses. Donc l'alliance du pognon et du tourisme. Donc je m'énerve un peu, mais je me dis soyons un peu obstinés, regardons quand même, et je découvre 2 pages culture. Oui, il y a 2 pages culture. Donc nous allons jeter un œil sur les 2 pages culture parce qu'elles nous parlent
2 secondes aussi. Là, je vous demande 30 secondes. Vous savez, comme moi, toute la difficulté qu'il y a à trouver des pages culture dans la presse. Voilà. Ça s'appelle Culture Bryce. Il y a 2 pages, une pour le nord, une pour le sud. Alors là, on m'annonce le chapeau. On me dit que la météo variable en Bretagne ne permet pas de bronzer idiot. Et donc, on me renseigne quelques endroits à visiter culturellement au cas où il pleuvrait. Alors, j'apprends qu'à Landerneau, je peux découvrir l'exposition, je m'en parle tout ça là-dedans. À Landerneau, je peux découvrir l'exposition du moment au fond Édouard Leclerc, dédié à l'art moderne, c'est rue des Capucins. À Rennes, aux Beaux-Arts, je peux admirer en vrai la chasse au tigre de Rubens, reproduite par Jeff Coates sur un sac Vuitton. Si? Ah si. Mais je mets ça à votre disposition. Et à Saint-Malo, je peux revisiter les classiques bretons. Par exemple, Ker Olam, qui crée des motifs et des slogans décalés pour des t-shirts, mugs, tote bags, je parle assez mal anglais, avec par exemple une bigoudaine en maillot de bain ou des poupées russes bretonnes. Et après, on me met l'adresse, c'est 8 rue Saint-Vincent. Je peux également m'équiper en ciré jaune Kikoten à bon prix au magasin fin de série à Tréguin, groupe de Concarneau. La marque de sac en voile de bateau 727 Selbax, créée il y a une dizaine d'années, continue à étoffer sa gamme, avec notamment des housses pour tablettes à l'Orient. Voilà. Ça, c'est le journal Le Monde en version TGV. C'est donc bel et bien ce nom de site. Et donc, je pense que nous pouvons légitimement craindre que dans un monde à ce point converti au règne de l'argent, on ne sait pas parler de quoi que ce soit sans parler fric, sans parler marque, dans un monde où l'enquinement du visible est devenu une des premières formes de la marchandise, je crains fort qu'à terme, nous rencontrions davantage d'enfants de salauds que d'enfants de cinéma. Et donc, il nous faut réfléchir à tout ça. Alors là, je prends quand même un petit peu mon petit plan, parce que je sens que je m'égare déjà. Oui.